Bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur 697 IA Télé, une télé libre dans laquelle on parle d'intelligence artificielle, évidemment. Mais pas que, on parle aussi de start-up, mais pas que, on parle d'industrie, de PME, d'entreprise, d'innovation. Vous voyez que c'est un programme très chargé. Alors, tout de suite, sans plus attendre, le générique. Voilà donc, bienvenue dans cette première émission. Vous avez vu, tout nouveau plateau, il s'appelle Dakodak. C'est dans les anciennes usines Kodak, nous sommes à Chalon-sur-Saône. Très beau plateau avec public. Merci d'être venus aussi nombreux. Plein de caméras partout, des fonds verts. Aujourd'hui, deux thèmes principaux pour cette émission. D'abord, on va recevoir un invité. Il s'appelle Vincent Le Serre. Puisqu'on est à la télévision de l'intelligence artificielle, il a décidé un truc tout bête, c'est de nous dire que l'intelligence artificielle, l'IA, ça n'existe pas. Vous voyez qu'on commence très fort. Et puis, deuxième temps, des startups. Des nouvelles ou des déjà anciennes, 1 an ou 2 ans d'existence, qui vont venir plancher, non pas devant le public, quoique vous pouvez intervenir quand vous voulez, je vous le rappelle, mais devant le grand jury. Une sorte de grand taux, comme on fait à l'ENA, avec vous avez, alors messieurs, mesdames, les membres du jury, l'occasion, même le devoir de poser toutes les questions. On va commencer par les présentations. Bonjour, Jean. Bonjour. Nom, prénom, âge et qualité. Avec plaisir. J'en viens, je vais avoir 72 ans à la fin de l'année. Je suis chalonnais, bien sûr, donc né ici dans le berceau de la photographie, à Chalon-sur-Saône. Ma carrière a été une carrière autour de l'audio et la vidéo professionnelle, donc. Et c'est très brièvement, parce que vous savez qu'on n'a que 5 heures ou 6 heures devant nous. Exactement. Le message que je voudrais quand même faire passer, c'est que ce qui est important, c'est d'être passionné et d'aimer ce qu'on fait. Anne, faites plus court que Jean. Alors très rapidement, je m'appelle Anne Pelunovac, je suis présidente de Boostignon. On accélère des startups qui sont régionales et internationales, aussi, les French Tech Visa. On le fait depuis 2011, on a démarré dans un salon. Et puis, 3/4 de nos startups sont toujours en activité, donc on est très fiers. 3/4 sont vivantes encore? Oui. D'habitude, c'est exactement l'inverse. Oui, mais on a une recette magique. Vous les accompagnez bien. On en parlera et votre expertise sera intéressante tout à l'heure. Fabien. Fabien Humbert, donc 41 ans aussi. Comme Anne, je suis président de l'accélérateur de start-up du Sud Bourgogne, donc Innobiz, et président de Kinetti Technologies, une entreprise qui fabrique et commercialise des solutions interactives tactiles, mobilier et logiciels. Ouf, d'accord, on détaillera tout à l'heure. Claude. Oui, alors... j'ai l'impression de vous connaître. Oui. Je m'appelle Claude Taïeb. Bah oui. Je vais parler doucement. Je m'excuse, j'ai perdu ma voix dans la nuit parce que je savais que j'allais parler. Le stress? Non, pas du tout. Donc, je suis toujours dans ce genre de réunion le plus âgé, le vétéran, et je ne laisserai pas ma place. Dans le temps, j'étais toujours le plus jeune. Aujourd'hui, j'ai 78 ans. Vous avez inventé? Je n'ai rien inventé du tout. J'ai travaillé, j'étais ingénieur en électronique. J'ai eu l'occasion d'arriver à maturité au moment de la micro-informatique familiale, donc avec un produit qui s'appelle Auric. Voilà. Un succès extraordinaire. Et j'ai connu durant cette période des moments extraordinaires, des moments euphoriques, des moments de dépression, où on a envie de se tirer une balle dans la tête parce que tout va mal. Et vous avez gardé le sens de l'humour. Ça vous gêne pas qu'on vous nomme le paléontologue de l'informatique? Non. Parce que le Auric, c'est la jeune génération, ça ne dit rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Alors c'était c'était du gadget. C'était un ordinateur qui faisait 48 kilooctets. 48 alors qu'aujourd'hui, kilos. on a 4 téraoctets. Voilà. Donc c'était vraiment du gadget, mais on pouvait programmer en Fortran, Cobalt, etc. C'était vraiment un produit pour les matheux. Voilà. Fortran, Cobol, c'est des choses qui nous disent Python à la rigueur aujourd'hui, mais vraiment. Et vous avez connu le BASIC également, vous connaissez. Voilà. C'est sûr, et l'assembleur. Regardons le public. Est-ce que vous connaissez le BASIC? Est-ce que vous avez déjà codé en BASIC? Levez la main. Voilà, il n'y a que les plus de 45 ans. Alors, on va faire plus de 70. Cobol, Fortran. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des jeunes étudiants en sciences de l'ingénieur? Est-ce que vous connaissez Python?
Ah, voilà. Donc on a quand même un public de choix. Allez, dernier membre du jury, Yves, bonjour. Donc Yves Charles, j'ai 45 ans, je suis ingénieur expert en robotique, je suis pilote passionné et je suis aujourd'hui président d'Avieneo, qui est une start-up qui fabrique des taxis volants. Attendez, qui fabriquera des taxis Qui volants. est en train de fabriquer un prototype de taxi volant. Donc. Et vous êtes venu en taxi volant? Absolument. Vrai? Non. Il est dans le parking? Attendez, est-ce qu'on sort tout de suite là? C'est quand? Quand est-ce que vous viendrez en taxi volant? C'est assez long, réglementairement c'est assez long. Bon, mais dans votre jardin... Absolument, ça fonctionne déjà. Demain? On a un prototype qui fonctionne, je peux vous le montrer. Bon. Mesdames et messieurs, je vous donne dès maintenant rendez-vous pour la deuxième émission, ça sera rapide. On n'a pas le temps aujourd'hui, mais on va évidemment faire un reportage, évidemment, sur le taxi volant, le tapis volant. Le tapis volant, allons-y. Et on termine par vous, Vincent, bonjour. Vous n'êtes pas membre du jury, vous êtes l'invité spécial de cette émission, spécialiste de l'informatique, de l'IA, intelligence artificielle, et vous êtes venu avec un très beau cadeau, un tableau de Rembrandt. Ah oui, Rembrandt, oui. Et regardez-le, il est magnifique. Oui. C'est du Rembrandt. C'est du Rembrandt? Les spécialistes tous les spécialistes de Rembrandt disent c'est du Rembrandt. Et pourtant, on n'avait jamais vu. C'est un tout nouveau Rembrandt. En fin de compte, c'est pas un Rembrandt. C'est une fonction mathématique qui calcule, qui reconstruit un Rembrandt à partir d'images successives qui ont été ajoutées les unes à côté des autres de tous les tableaux de Rembrandt qu'il y a sur cette terre. Donc on a mis en mémoire tous les tableaux officiels de Rembrandt, les caractéristiques. Exactement. C'est plutôt des hommes, c'est plutôt il regarde à droite, c'est ça. plutôt telle lumière, c'est plutôt habillé comme ça. Et le système va faire une combinaison de tout ça pour nous créer quelque chose qui n'existe pas, mais qui donne l'illusion, puisque les spécialistes pensent que c'est un vrai tableau de Rembrandt. Ah, ils tous disent, en plus la méthode de peinture, en plus avec le multicouche, les reliefs qu'il y a en quelque sorte sur les yeux ou sur la barbe, donnant cette impression d'eux. Mais c'est quoi? C'est de la création? C'est la combinaison, c'est de la statistique. Il n'y a pas d'intelligence derrière cette histoire-là, à part l'intelligence des développeurs. Ceux qui construisent le programme, qui ont permis de générer le tableau. Il n'y a rien d'autre. Il faut se dire que, et c'est vrai pour quasiment toutes les intelligences artificielles qui sont sur cette planète. Est-ce une création? Messieurs et mesdames? C'est une vraie question. Ouais. Est-ce une intelligence? Ça, c'est plus que du Rembrandt, c'est pas une caricature de Rembrandt. C'est pas une caricature, c'est un Rembrandt. Parce que ça se base sur une configuration, en fait, sur des paramètres transmis, inscrits par les développeurs. Oui. Il faut arriver à retranscrire les couleurs à partir des tableaux préexistants. L'algo, il est là et c'est la force. C'est ça, il y a énormément de paramètres qui sont mis en place, tu l'as dit, le 3D, la qualité de la peinture. Et on a reconstitué tout ça, mais c'est une œuvre artificielle, une œuvre qui est reconstruite à partir de mathématiques. Yves? Un art, c'est répéter un long apprentissage. Oui. Et peut-être qu'en ce sens-là, c'est une forme d'art différente de celle qu'on a connue. Claude? Non, effectivement, moi je pense que c'est l'intelligence artificielle. Une intelligence. Cette œuvre d'art, ce Rembrandt, ce faux vrai Rembrandt, c'est un Rembrandt presque. Sauf qu'il n'est pas nié par Rembrandt, c'est une création. Est-ce que ça veut dire que l'ordinateur derrière a été créatif? Avec l'homme, naturellement. C'est une construction technique. C'est une construction technique très bien élaborée. Voilà. C'est une création, mais l'ordinateur n'est pas créatif. Non. Bon. Vaste débat. Je pense qu'on va comme ça être très souvent sur des débats comme ça sur le choix des mots. Qu'est-ce que ça veut dire derrière? Et bien justement, on va rester dans le choix des mots avec, je vous rappelle que vous regardez l'émission sur une télévision faite sur IA, intelligence artificielle. Eh bien ce monsieur, il dit l'IA n'existe pas. Alors l'IA, en tant que domaine de l'informatique, ça existe, mais intelligence artificielle, il n'y a pas d'intelligence du tout, ni artificielle, il n'y a pas ni autre. d'intelligence. Il n'y a aucune intelligence, il n'y a que du logiciel. IA, vous proposez plutôt... Informatique avancée. Informatique les meilleurs avancée. algos du moment qui simulent l'intelligence humaine. La simulation. La simulation. Et ce n'est que ça. Alors, recommençons à zéro. Pour faire de l'intelligence artificielle ou de l'informatique augmentée, vous dites, on va faire back to basic. Deux choses, il faut du data et du calcul. Il faut beaucoup de data. Beaucoup de data. Nous, les humains. En anglais, big data. Big data. Donc c'est vraiment toutes vos données personnelles, professionnelles, qui sont distribuées par les entreprises, que vous construisez au quotidien à chaque fois que vous faites une photo, à chaque fois que vous êtes mesuré dans vos maisons avec l'eau, l'électricité, etc. Et toutes ces datas-là vont être réutilisées pour pouvoir faire du classement,
de la prédiction ou de la prévision. Et de plus en plus, c'est très facile de les avoir. C'est à chaque fois que je conduis, que les embouteillages, chaque fois que je consomme de l'électricité, chaque fois que je regarde une émission de télé, chaque fois que j'achète quelque chose à la sortie de caisse, etc. Donc voilà, les data, il y en a de plus en plus. Et il faut du calcul. Il faut de la puissance calcul. Donc aujourd'hui, les ordinateurs, ils doublent de puissance tous les 18 mois, c'est la loi de Moore. Et surtout, on en est à 200 millions de milliards d'opérations par seconde. Répétez. Ils appellent ça le pétaflop, c'est-à-dire 200 millions de milliards d'opérations par seconde. Une opération, c'est un plus, un moins, multiplié, un divisé, quoi. 200 millions de milliards. À l'époque, Claude. Non, moi, ça me laisse rêveur. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'on sait que dans quelques mois, on va doubler cette performance, 400 millions de milliards d'opérations par seconde. Ça nous dépasse complètement. On n'a rien dans nos vies qui double. Rien. Vous ne doublez pas d'amis, de salaire. Si, moi de salaire, oui. Si, non, je déconne, mais non, mais j'aimerais x2, x4, x8, x16. Tous les 18 mois. Tous les 18 mois. Comme la loi de Moore. Alors, voilà, on a maintenant de plus en plus de data facilement. Exactement. On a les puissances de calcul qui augmentent, voilà. Ouais, et les algos. Alors, vous dites ensuite, la première chose que fait l'intelligence ou l'ordinateur ou l'informatique augmentée, c'est l'image, la perception de l'image. Alors, la perception de l'image, mais aussi de l'image animée, c'est-à-dire que la vidéo, puis le son. C'est-à-dire que tous nos sens, quand on est plus importants, sont aujourd'hui simulés par l'intelligence artificielle, donc le logiciel, est capable d'aujourd'hui de reconnaître des animaux. C'est presque banal dans l'industrie, je ne sais pas s'il y a des industriels ici. Sur la chaîne, la caméra du surveillance regarde cet objet, il n'est pas conforme, hop, je l'éjecte parce qu'il est sorti de la chaîne de mauvaise qualité. En effet, ça se banalise, c'est-à-dire que maintenant, ça se banalise, c'est-à-dire que c'était quelque chose d'assez exceptionnel et très coûteux il y a ne serait-ce que 3-4 ans. Aujourd'hui, les industriels peuvent rapidement mettre une caméra à chaque bout de la chaîne de montage, comme tu as dit, détecter les défauts, recalibrer la machine pour voir s'il y a... Alors, reconnaissance de caractère, décidez-moi sur cet écran, avec la main, simplement sur un écran tactile. C'est ça. L'expérience est formidable, une tour Eiffel. Une tour Eiffel, donc vous commencez par faire juste un V comme ça, à l'envers, et le système va dire, tiens, ça ressemble à quelque chose. Toutes les intelligences artificielles aujourd'hui font ce qu'on appelle des tests de similitude, et va proposer quelque chose qui ressemble à ma tour Eiffel virtuelle, et va me trouver des tours Eiffel, comme on le voit à l'écran. Décidez-moi un chat. Alors pour un chat, ça serait pareil, je vais commencer par un rond, et puis ce rond, je vais lui ajouter 2 triangles qui ressemblent à des oreilles, et le système, vous voyez, qui me propose directement un chat, voire même le concept de chat, puisqu'il a associé les images les unes par rapport aux autres. Ça, c'est de l'intelligence. Ben non, c'est que la reconnaissance. Non, toujours pas. Ah, moi, je ne suis pas d'accord. Enfin, il faudrait commencer par définir ce que c'est que l'intelligence. D'accord. Bon, ça commence à devenir pas mal. Ouais, pas mal. Je fais un truc et ah oui, à mon avis, c'est un chat. À mon avis. C'est un algorithme. C'est quelque chose de prédictible. En fait, il va donner tout le temps la même réponse à la même situation. Bon. Là, on voit le logiciel se banalise. Ce qui est intéressant également, c'est la puissance de calcul. Ça se va très très vite. Un exemple que vous nous avez apporté, c'est une bande-annonce de James Bond. Le James Bond que vous avez sans doute déjà vu, ça se passe très très vite. Il y a sans arrêt, regardez, en moto, il reconnaît, en clair, en direct, sans trucage. Ouais. Il reconnaît les objets. Ouais, il reconnaît les parasols, on voit, il reconnaît les voitures, il reconnaît les chaises, il reconnaît les cravates. Non, c'est impressionnant. Et ça, c'est fait de manière temps réel. Ce type de calcul avant se faisait en 8-9 heures de calcul. Aujourd'hui, on pourra imaginer faire des requêtes sur n'importe quel type de film, sur toutes les caméras de surveillance. Savoir comment ça se comporte. Est-ce que quelqu'un est en train de fumer dans un atelier où c'est interdit? Le comportement de vol, détecter des accidents. On pourra faire tonnes de choses. On le fait déjà. Je suis président du Parti communiste chinois, je mets 3 millions de caméras, ce qui est fait, sur 1,5 milliard de Chinois, ce qui est fait, et ça les reconnaît tous. Ils mettent en direct les caméras dans les rues, au carrefour, dans les magasins, à l'entrée. Partout. Partout. Je veux dire, vous passez en dehors du passage piéton, vous verbalise de manière automatique. Bon, j'imagine que ça vous fait tous un peu peur. C'est quand même très intelligent. Je ne sais pas si c'est intelligent. Je ne sais pas si c'est intelligent. C'est impressionnant. Ensuite, ça dépend dans les mains de qui c'est. Bon, vous n'êtes toujours pas impressionné. L'intelligence, c'est la capacité de s'adapter sur quelque chose d'imprévu. Exact. Donc, image, perception, d'accord, les ordinateurs le font. Deuxième chose, vous dites la mémoire. Alors là, on a... Alors là, on ne fait pas le poids par rapport à la machine. Oui. Tous les jeux où il y a besoin de mémoire, par exemple les jeux télévisuels, pourraient être battus par n'importe quelle, par une intelligence artificielle. Première grande date,
Kasparov. Kasparov. Deep Blue, Oui. qui bat l'ordinateur, bat le joueur d'échecs. Tout à fait. Kasparov, champion du monde. Entre parenthèses, aujourd'hui, on ne connaît plus le nom du champion du monde, sauf les spécialistes. Parce que la Il machine. s'appelle Watson, il s'appelle IBM. Il s'appelle IBM. Aucun humain ne peut battre une machine aujourd'hui, c'est plus possible. Bon, mais ça, c'est de l'intelligence, camarade. Non. C'est de la prévision. C'est que le système, il utilise uniquement toute sa puissance mémoire, c'est-à-dire stocker toutes les capacités, toutes les combinaisons possibles. Dans le monde des jeux d'échecs, c'est ce qui s'est passé avec Kasparov. 15 premiers coups, on les met sur un disque dur. Les 15 derniers, on met sur un disque dur. 35 coups de partie d'échecs, ça dure 35 coups. Il reste quasiment plus de possibilités de choix, quasiment. Bon. La machine, elle est imbattable sur ce coup-là. Et ils l'ont fait même avec le jeu de Go maintenant, ce qui est avec le nombre des possibles qui est infiniment plus important. Alors on passe de 10 puissance 10 à 10 puissance 100 possibilités. Là, c'est impossible de faire de la mémoire. Exactement. Donc c'est de l'intelligence. Et non. Ah. Et non, encore une fois, le Toujours nombre pas. le nombre de combinaisons qu'on peut On faire a sur un jeu de essayé. Go, sur un Go-Bam, c'est-à-dire 19 x 19 de petites pierres noires et blanches, elle est finie. C'est pas infini. Donc si c'est fini, la machine elle va pouvoir explorer des endroits où l'humain ne s'est pas permis d'aller voir. Oui, ça fait 3 000 ans, mais on a tout le monde on a les images. Deuxième partie contre le champion du monde, 34e coup. Les commentateurs sont là parce qu'ils regardent qu'est-ce qu'a fait Deep Blue. C'est la partie 2. C'est AlphaGo, pardon, Ouais. qui est l'ordinateur, et il met un truc. Le type se dit, mais c'est pas normal, il y a Allez. une erreur. Il fait un truc totalement barjot. Totalement, mais dingue. Le jeu se passe par ici, et lui, il met un pion là-bas. Et le premier réflexe de l'humain, c'est la machine s'est trompée. C'est intéressant ça. Et ensuite, dans les grands spécialistes, en 5-10 secondes, ils s'aperçoivent qu'il a fait un coup qui est vraiment du génie pur, quoi. Ah, Alors, le génie... excusez-moi, un coup qui est du génie pur. Défini par l'humain. Défini par l'humain. En fait, pas tout à fait. La machine va jouer contre elle-même pendant la nuit, pendant plusieurs combinaisons, et va explorer des endroits où l'humain n'a jamais mis les pieds. En fait, quand ils l'ont appliqué aux échecs, on a eu une grande surprise, AlphaGo, c'est qu'il a sacrifié énormément de pièces, alors que nous, les humains, quand on joue aux échecs, on sacrifie quasiment jamais de pièces. Voilà. Mais la machine était capable de gagner contre l'humain Donc. en sacrifiant toutes ses pièces. Ça ne nous viendrait même pas à l'idée. Mais à la machine, ça lui pose aucun Le problème. problème, c'est qu'il est extrêmement bavard. Vous prenez la parole comme vous voulez. Oui, mais il est N'hésitez passionnant. pas à le couper. Vous avez dit, coup de génie. Formidable. Il n'a pas sacrifié. Il a fait des choses que jamais aucun. Il est génial, il est intelligent. Il nous surprend. Il vous surprend. Il nous surprend. Oui, on Bon. s'attendait à ce que ça gagne en 2030, pas en 2016. Bon, le même Watson, qui est à l'origine de Deep Blue et d'AlphaGo, c'est-à-dire le système expert de Deep Learning, on en parlera plus tard, d'IBM, fait la médecine. Là, c'est pas mal quand même. Il fait mieux que les médecins. Ça, il faut reconnaître que c'est assez bluffant, quoi. Alors, la machine n'est pas à égalité sur l'homme. Le meilleur radiologue, il voit 15 niveaux de gris sur le radio. Une machine, elle voit 100 à 150 niveaux de gris. Donc, il déjà... analyse mieux les radios. Pardon ? La machine analyse mieux les radios. Clairement. Oui, Bon. c'est prendre un risque de passer par un humain. Hein. Bon. Non, Watson, elle est complémentaire en fait, elle se rajoute. Complémentaire, c'est un accompagnement. Elle augmente peut-être la décision. Merci. Watson, le même Watson, avocat. Ah, ça c'est aussi ça, impressionnant. Là, on va essayer dans la jurisprudence américaine. Le problème de la jurisprudence, c'est que justement, les plaidoiries, il y en a partout sur le territoire américain. On va récupérer toutes les plaidoiries, on va les mettre de ce qu'on appelle moteur sémantique, fourni par IBM avec Watson, et le système va chercher des tests de similitude. Donc l'avocat, il arrive le matin, il donne dans des formulaires le dossier sur lequel il travaille, et le système va chercher tous les dossiers similaires à celui auquel il travaille. C'est-à-dire qu'il est capable de lire. Bon, On ne change pas le métier, hein. On l'accompagne. On ne plaide pas, mais on a toute la jurisprudence à portée de la main. Exactement. Et une jurisprudence intelligente. Oui. Intelligente. 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 Non, il n'y a pas plus d'intelligence qu'avant. On stocke On n'y juste, arrivera pas. juste des plaidoiries. Alors, quoi. troisième C'est pas de la fonction, on a vu Ouais. l'image, la perception. Ouais, la perception. La perception, il est capable de faire un chat, de dessiner un chat. Détecter de le réel, reconnaître un oui. chat. Deux, la mémoire, il est Oui. capable de retrouver, etc. Une mémoire quasi Troisième illimitée. chose, là, on va peut-être enfin vous faire avouer que c'est intelligent, la représentation symbolique des choses. Il reconnaît un chat, il reconnaît un lionceau, et il sait que le lionceau attaque le chat, et non pas le chat attaque le lionceau. Il reconnaît un personnage, il sait ce que c'est qu'une chute, ben il est capable de dire à partir de cette photo, c'est pas quelqu'un qui saute, c'est un accident. Alors, Ah, cette ça c'est de l'intelligence. Cette notion de symbolisation, interprétation, c'est-à-dire on interprète une image, on interprète un comportement, il y a une limite à ça. C'est toujours statistique. Donc ça respecte le fait qu'on ait déjà énormément d'exemples avant qui ressemblent à, pour pouvoir faire une thèse de statistique. Et alors ça peut être Et ça veut dire que intelligent. l'exception ne sera jamais traitée par la machine. Elle sera, je veux dire, ce que j'ai eu comme exemple Mais hier. l'exception n'est pas traitée par l'homme non plus. Si.
Quand tu vois un éléphant sur le bord de la route, ou plutôt en face de toi sur la route, ton premier réflexe, c'est pas de foncer sur l'éléphant, ni de t'arrêter, c'est de faire demi-tour, un petit selfie, tu te barres. Sérieusement, hein. Je veux dire, pour moi, non, une IA... Qui sait si l'intelligence n'a pas cherché sur Google ou ailleurs des mots-clés qui seraient voiture, éléphant, et que ça raconte 5 histoires d'éléphants qui ont écrasé la voiture, tic, 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 la voiture va faire demi-tour. Ah, on ne sait jamais. Juste encore un exemple. Un type qui saute dans l'herbe, un jeune comme ça, on voit juste un petit point blanc. Eh bien, l'ordinateur a déterminé que c'était un frisbee, qui jouait au frisbee. Oui. Est-ce que le gamin, il est capable de faire ça? Il est beaucoup plus intelligent que mon fils, mon ordinateur. Non, toujours pas. Bon. Alors, un bel exemple aussi quand il se trompe, c'est un avion de tourisme qui s'écrase complètement sur un parking et l'ordinateur dit c'est un avion qui se gare, qui va rejoindre son parking. Ça fait... Parce qu'on lui a appris à reconnaître des avions qui se garent. Donc il va chercher un avion qui se gare. Il n'est pas assez écrasé. Bon, pas assez écrasé. Donc, est-ce qu'il est intelligent, vous dites? Non. Toujours pas. Non, c'est beaucoup d'exemples, énormément d'exemples. Il faut 10 000, 20 000, 30 000 images pour qu'un système commence à apprendre à reconnaître quelque chose. Oui, nous, on apprend avec un exemple. Vous brûlez une fois une casserole et vous ne brûlez plus. Oui. Ben moi, écoutez, les humains, on apprend à une vitesse phénoménale. Mais non, moi j'ai redoublé. Rien à voir avec l'IA. Moi j'ai redoublé ma 4e. Oui. Et ça ne m'empêche pas d'être intelligent. Enfin, peut-être, je ne sais pas. Ça n'a rien à voir. Bon. Est-ce qu'il vous a convaincu? L'IA n'existe pas, l'intelligence artificielle n'existe pas. Jean? Ah oui, là je partage complètement. Oui. C'est fantastique, on a des outils fantastiques, mais l'homme est là, l'humain, il y a besoin de l'humain. Et l'interprétation rapide, comme on a évoqué, et la maîtrise de ça, aucun problème. Donc c'est notre première émission, c'est peut-être notre dernière émission. Non, là on vient de se saborder, là, en gros. Non, c'est des outils superbes. C'est des outils superbes à notre service. D'accord. Un vrai levier de productivité, c'est surtout ça qu'il va falloir. Anne, l'IA, non? Non, enfin, je te rejoins à 100%. C'est pas qu'elle n'existe pas, en tout cas, mais souvent, rien n'existe en son contraire. Tu as l'intelligence artificielle, puis tu as l'intelligence biologique, quoi, la nôtre. Enfin, t'en as bien parlé. Je pense que sur certains domaines, elle est faible, voilà, et sur d'autres, elle est un peu plus forte. Elle est complémentaire à des métiers à forte valeur ajoutée, comme on dit. Oui. Voilà. Non, je rassure tout de suite, on a évidemment d'autres émissions où on va parler de choses formidables que fait l'informatique augmentée, ça vous va? Mettons l'IA, comme ça tout le monde est d'accord, mais on parlera de deep learning, évidemment, on parlera de big data, on parlera de data mining, et surtout, le plus important, parce qu'on est ici dans le milieu de l'industrie, de l'entreprise et même de la PME ou de l'ETI, on parlera des bienfaits concrets que peut amener l'IA sur les entreprises. Parce qu'on croit toujours que c'est des réservés aux grands, aux GAFA. Non. Ici, à Chalon-sur-Saône, il y a plein d'entreprises qui utilisent très intelligemment, même sans avoir un énorme big data, un small data ou un moyen data, ça suffit pour faire de l'IA. On va dire IA, comme ça on sera tous d'accord. Alors, Fabien, vous pensez qu'il est intelligent? Oui, ça on le sait. Oui, il n'y a pas de problème. Parce que là, tout va bien. Non, oui, l'intelligence, moi je vous rejoins, c'est pas le résultat ni le produit, ni le logiciel qui l'est vraiment. Par contre, il y a de l'intelligence dans la créativité des humains qui vont chercher là où il faut pour trouver des corrélations et d'arriver à produire des résultats dans les statistiques. Mais à l'origine, il y a une forme d'intelligence. Le résultat lui-même ne l'est pas forcément. Claude naturellement, c'est excusez-moi encore, un complément de compétences qui aide beaucoup cette intelligence artificielle. Lorsque nous avons démarré les premiers micro-ordinateurs, on nous disait aussi qu'on était plus intelligent que tous les autres, ce qui était absolument faux. Mais ce qui paraît difficile dans ce terme d'intelligence artificielle, c'est que c'est un outil qui va demander énormément d'énergie. Hein, et où est-ce qu'on va trouver cette énergie, quoi, hein? Donc il y aura une limite. Hein. Il va y avoir une évolution et puis une limite automatiquement. Voilà. Je partage complètement. C'est une réflexion. L'énergie, c'est quelque chose qu'on oublie souvent dans l'équation. Oui. Très énergique. Aujourd'hui, les data centers dans le monde, c'est l'équivalent du 6e pays mondial en termes de consommation énergétique. Donc, toute cette intelligence artificielle, il va falloir la nourrir avec beaucoup d'énergie et c'est pas gratuit. Ah, c'est marrant, vous pensez plus problème d'énergie que problème d'éthique. Alors, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, je pense que c'est quelque chose de complémentaire, qui ne prendra pas le contrôle. En fait, il a besoin d'être alimenté par l'homme, il a besoin d'être nourri, et ça vient en complément de l'homme, de mon point de vue.
Les gens qui codent et qui font de l'intelligence artificielle sont des gens qui sont très brillants. Moi, j'ai dans mon équipe, par exemple, quelqu'un qui vient de passer son doctorat à l'EPFL en robotique et qui s'inspire de la vision des abeilles pour faire du contrôle de trajectoire de drones et de l'évitement d'obstacles. On fait du biomimétisme. Donc, on s'inspire de la nature et on fait regrouper des connaissances multiples. Et c'est ça qui est intéressant. Bon. Et c'est la complémentarité qui est intéressante. Et bientôt, il aura l'intelligence en essaim. Absolument. Des abeilles ou des fourmis. On fait déjà des clusters au sens informatique. Donc, il aura lu toute la jurisprudence de la justice américaine. Ah ouais. Il aura lu 300 000, si ce n'est 300 millions de radios pour regarder avec 50 niveaux de grille, beaucoup mieux que nous. Et puis, il saura ce que vous avez mangé, ce que vous avez bu, quelles sont vos préférences. Il va être super intelligent et il prendra le pouvoir. Jérôme, juste un truc. Non. C'est pas parce que tu mets plein de logiciels hyper spécialisés les uns à côté des autres que tu vas créer une intelligence générale. C'est pas parce que tu mets des ouvriers spécialisés les uns à côté des autres que tu crées un chef d'entreprise. Ça ne fonctionne pas comme ça. L'intelligence, c'est autre chose. D'accord. Est-ce que dans le public, vous avez des réflexions? L'intelligence, c'est autre chose. Est-ce que vous avez... Alors attendez, bon, je vais pas... Est-ce que vous pourriez nous dire, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Bonjour. Non, voilà, très près du micro. Je suis à la retraite. Oui. J'étais prof de biologie et justement, quand vous parlez du vivant, moi ce qui est intriguant, c'est les différences entre ce que vous appelez l'intelligence artificielle et l'intelligence du vivant, parce que le problème de l'énergie, c'est réglé dans ce domaine-là. C'est économe. Enfin, il me semble qu'il y a des tas de pistes à explorer. Un autre commentaire? Oui, je vous en prie. Oui, on est un peu dans l'abus de langage, ou la faiblesse de langage, en quelque sorte, à mon avis. Faiblesse de langage. En gros, on ne va pas continuer à se bagarrer sur le terme d'intelligence ou pas, on va garder les effets. C'est un peu le thème de cette télévision de l'IA. On ne va pas se bagarrer, on l'a fait une fois sur est-ce que c'est intelligent ou pas, peu importe. Comment ça marche, à quoi ça sert, ça c'est beaucoup plus intéressant. Voilà pour la première partie de cette émission, j'espère que vous avez dit tout ce que vous vouliez dire. Et Claude quand même, juste... Professeur, on a envie de vous appeler professeur. Mais c'est vrai, vous qui avez connu le paléolithique, l'époque où il n'y avait même pas de floppy disk, les données, elles étaient sur une cassette, magnétocassette, que les gamins, ils ne savent même pas ce que c'est qu'une magnétocassette aujourd'hui. Même ça a disparu. Vous avez connu le Thomson TiO7 ? Auric est arrivé avant le Thomson. Avant le Thomson, et d'ailleurs, c'est ce qui nous a créé quelques ennuis. Et 40 ans après, je peux le dire, c'est que Thomson était une firme nationalisée et que l'État ne nous a pas fait de cadeau. Oui. Parce qu'elle protégeait ses enfants. Donc, mais est-ce que vous qui avez vécu toute cette période où ça commence par if, go, to, une fonction basique, du basique justement, où maintenant on fait combien de milliards de... 4 Tera ou les autres. En flop, on est à plusieurs... En teraflop, pétaflop, pardon, pétaflop. Voilà. Ça vous fait peur, ça vous effraie, ça vous amuse? Non, en fait, l'évolution de la micro-informatique s'est faite toute naturellement. Et d'ailleurs, lorsque vous démarrez dans ce domaine, vous êtes sûr, un jour ou l'autre, d'être extrêmement déçu parce que vous n'avez pas pu suivre. Je veux dire, tout de suite après, on a vu les 64K, les 128K, les 256K, etc. Vous êtes entièrement dépassé et c'est là où il y a une frustration. Donc on a eu tort de vous inviter parce que vous êtes totalement dépassé? Non, je suis... quand même. C'est terminé tout ça. Vous savez que depuis, j'ai piloté d'autres entreprises et autres, donc l'informatique. Vous savez, moi je suis un petit peu comme Nelson Mandela. Dans la vie, on ne perd jamais. Ou on gagne, ou on apprend. Voilà. Donc j'ai appris beaucoup de choses. C'est du Nelson Mandela et du Nietzsche en même temps. Voilà, c'est la fin de cette première partie. Et maintenant, attention, on va faire un petit peu comme d'autres chaînes de télévision, non pas en chantant, mais avec des start-up, le grand O, le grand jury. Comment ils vont? De quoi ils ont besoin? Est-ce que d'après vous, ils vont dans la bonne direction? Le grand O avec 4 start-up, tout de suite. Deuxième partie de cette émission qu'on pourrait appeler le grand O. Vont se succéder sur le plateau 4 start-up. 4 start-up pas tout à fait comme les autres. Elles sont toutes lauréates d'un concours pas tout à fait comme les autres. Là aussi, je laisse la parole à l'initiateur de ce concours, Éric Michou. Eh bien effectivement, ce concours Galilée 360 qui va s'appeler 697 IA a pour vocation
appelé chacun à se poser la question de qu'est-ce qu'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ce mot est largement dévoyé. Elle est utilisée dans des techniques, des technologies. Mais nous, on a voulu une émission, ou tout au moins un concours, ce concours 697 IA, qui nous ramène à des réalités pour les PME. Comment peut-on utiliser l'IoT? Comment peut-on aller vers l'usine du futur? Comment peut-on aller vers le numérique? Comment peut-on aller vers l'intelligence artificielle? Nous autres petites entreprises dans ce monde qui bouge, qui change et qui continue à changer à la vitesse grand V. Alors on est parti d'un concours qui était un concours de start-up avec des entrepreneurs. Cet échange se faisait un échange intergénérationnel avec des plus anciens qui avaient une expérience et avec des plus jeunes qui avaient une volonté de devenir entrepreneurs et des connaissances dans le numérique. Et puis au fur et à mesure du temps, ce concours a été décalé par rapport aux nouveaux outils de communication qui sont les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, et vous les connaissez tous bien mieux que moi. Donc on a créé cette émission qui met autour de la table à la fois des entrepreneurs, à la fois des futurs entrepreneurs, à la fois des philosophes, des grands industriels dans le futur, candidatés sur le site 697 IA. Vous avez un projet, vous avez envie de connaître la vie de l'entreprise, le monde de l'entreprise, eh bien inscrivez-vous sur 697 IA. Vous aurez le plaisir d'être contacté par Aurélia qui va elle-même prendre contact avec vous pour voir comment vous pouvez aller dans cette nouvelle émission qui va être une émission, n'en doute pas, innovante comme je l'ai dit, qui va changer le monde et vous allez être acteur de ce monde qui change, de ce monde qui bouge. Elie Peeters, bonjour. Bonjour. C'est vous qui allez essuyer les plâtres, cofondateur de l'entreprise Siatech. Le principe, vous allez voir, est pas simple du tout. Vous avez 1 minute pour expliquer à tout le monde qu'est-ce que c'est que Siatech, c'est quoi votre entreprise? 1 minute, plus une autre minute pour expliquer où est-ce que vous en êtes. Pas 1 seconde de plus. Et puis enfin, le jury ici présent, avec des experts qui sont intransigeants. Regardez, ils sont souriants, mais ils sont implacables sur les résultats et sur les diagnostics qu'ils vont vous fournir. Le grand oral se terminera avec 1 minute pour face caméra. Vous parlez au monde entier à cette caméra-là. Je n'existe plus. C'est un exercice aussi difficile. Vous êtes seul au monde, mais vous parlez au monde entier. C'est comme un JT. Vous êtes prêts? Siatech, Kesako, vous avez 1 minute. Top chrono. Alors Siatech, c'est une start-up rouennaise spécialisée dans les télécommandes industrielles et plus spécifiquement dans la télécommande industrielle main libre. Donc on a conçu une télécommande main libre suite à un constat qu'on a fait dans l'industrie. Les entreprises sont en recherche de sécurité, d'ergonomie au travail et de productivité. Et actuellement, elles utilisent des télécommandes qui ne sont pas forcément adaptées à leurs besoins, donc des grosses boîtes à boutons que les opérateurs vont perdre, vont casser, vont laisser tomber et vont engendrer donc des pertes de temps, de matériel et parfois de sécurité. C'est pour cette raison qu'on a conçu cette télécommande qui s'adapte à la main, aux gants et aux EPI, aux équipements de protection des opérateurs, pour contrôler leur machine de manière plus intuitive et plus ergonomique. Le pont roulant, par exemple. Un pont roulant. Donc, pour contrôler un pont roulant, on a 3 directions. On a seulement 2 boutons ici. Donc, je vais combiner l'appui sur mes boutons à une détection de posture du bras pour contrôler toutes les directions de la machine. Donc, si je veux contrôler le levage, par exemple, je vais prendre cette posture, appuyer sur le bouton. Tant que je reste appuyé, la machine va se lever. Dès que je lâche, il s'arrête. Je fais comme ça, j'appuie là, ça monte, j'appuie là, ça descend. C'est ça, exactement, les 2 boutons qu'on voit sur la bague ici. 2 secondes, là. Là, c'est droite-gauche. Deuxième posture ici. Ça va à droite, ça va à gauche. Et ici, avant-arrière. Top chrono. Parfait. 1 minute et 5 secondes. Impeccable. Maintenant, toujours face caméra, où est-ce que vous en êtes? L'âge de votre entreprise, comment va votre réseau? Est-ce que vous gagnez de l'argent? 1 minute. Vous êtes prêts? Ouais. C'est parti. Alors aujourd'hui, on a 3 ans. On a enfin commencé la commercialisation. On a eu du coup le marquage CE qui a été obtenu. On est aujourd'hui à une quinzaine de clients, des grands industriels comme Renault, Bouygues, Liametto, KDI, donc dans différents secteurs d'activité. Le levage se retrouve partout. Que dire de plus? Vous gagnez de l'argent? Alors pas encore. Là justement, il y a toute cette grosse phase de R&D et de prototypage qui a été fait sur des projets pilotes avec des clients pour justement arriver à un produit finalisé aujourd'hui et qui se commercialise. Parfait, vous avez gagné 30 secondes. En 28 secondes, vous avez expliqué où est-ce que vous en étiez. Messieurs les membres du jury, est-ce que vous avez des questions à poser à Elie? Où est fabriqué le device? Alors c'est encore chez nous, on fait l'assemblage nous-mêmes, donc en France. Et où est-ce que vous projetez de l'industrialiser? Idéalement en France, donc là on a justement des appels d'offres sur différentes entreprises à proximité. Le but c'est d'avoir quand même une certaine proximité pour suivre les évolutions et avoir un meilleur échange. Avez-vous un concurrent ou des concurrents? Alors les concurrents, on va dire que ce sont les constructeurs historiques de télécommandes qui sont là depuis des années, qui aussi eux innovent, peut-être différemment que nous et moins rapidement que nous,
mais sont déjà bien en place, et donc du coup, c'est à nous de faire l'effort pour prendre leur place. Parce que c'est un vrai produit global, en fait, il faut le protéger pour l'international. Oui, donc justement, on a posé un brevet dès le départ, donc on a un brevet monde qu'il faut financer, et donc il faut vendre pour ça. Vos rapports avec les industriels fabricants des portiques et des différentes machines que vous pilotez, vous avez, puisque vous interfacez avec la machine. Tout à fait. Donc justement, ça fait partie de nos stratégies. Nous cherchons à augmenter notre réseau de distribution et ça passe par des constructeurs de machines, ça passe par des installateurs. On a 2 canaux, la vente directe, où nous-mêmes allons voir les utilisateurs finaux, et le canal des distributeurs, qui est aussi le canal qui est le plus important pour nous. 2 questions, les moules sont faits et vous êtes financé comment? On a fait une première levée de fonds qui nous a permis justement de faire ce produit. Donc c'est hardware, c'est pas du numérique. Donc il faut des fonds de base avant même de commercialiser pour pouvoir faire le produit. Donc, les moules? Les moules silicone, c'est une petite stratégie pour pouvoir modifier facilement le produit lorsqu'il n'est pas tout à fait fini. Donc petite série? Petite série, pour l'instant. 3e exercice, Élie, face caméra. Là, vous adressez à des industriels, des fabricants de machines, des Bouygues, des gens qui ont des ponts roulants, qui ont des grues, et des banquiers également. Dites-leur ce dont vous avez besoin. Soyez convaincants. Là, vous n'avez que 45 secondes. Allez-y. Alors, notre besoin aujourd'hui, c'est de vendre et de trouver les interlocuteurs qui ont des vrais besoins auxquels notre produit peut répondre. Donc pour ça, comme j'ai expliqué, c'est de passer par plusieurs canaux, la vente directe et la vente par distributeurs, intégrateurs et constructeurs de machines. Nous, ce qu'on propose, c'est d'intégrer notre solution dans vos gammes pour répondre à des besoins spécifiques. Alors pour ça, il nous faut encore des fonds pour accélérer la commercialisation. Et c'est pour ça qu'en fin d'année, nous allons préparer une seconde levée de fonds qui va nous permettre d'augmenter notre force de frappe commerciale et d'attaquer différents pays en Europe et plus loin. Top chrono. Bravo, merci. Le verdict maintenant des membres du jury. Je vous en prie, soyez durs, soyez fermes, pas de gentillesse. Est-ce que vous pensez qu'il a de l'avenir? Est-ce qu'il dépose le bilan dans 2 ans? Si vous le pensez, dites-le et ne prenez pas de gants, je vous en prie. On commence par Claude, un conseil. Le conseil que je peux donner, effectivement, c'est de se séparer un petit peu de son produit sans en être amoureux fou, parce que c'est là où on n'évolue plus et on ne développe plus. Et la deuxième chose, surtout, c'est l'accompagnement. Aujourd'hui, les chefs d'entreprise ont besoin de tellement de compétences. Et toutes les compétences ne sont pas forcément identiques. Lorsqu'on est commercial, on n'est pas un gestionnaire. Lorsqu'on est un gestionnaire, on n'est pas forcément un technicien. Donc voilà, l'accompagnement. Donc allez voir des chefs d'entreprise dans genre France Active, Business Angel. Business Angel, oui, si on a besoin de développer à outrance, probablement. Alors Anne, d'après vous, est-ce qu'Élie a besoin d'un accélérateur encore? Votre verdict? À mon humble avis, non, il n'a pas besoin en fait d'un accélérateur. Il a besoin d'être accompagné effectivement sur des thématiques bien précises. Et notamment, pour moi, c'est un vrai produit international, à viser en fait déploiement international. Tu as raison, il faut absolument axer sur les partenaires intégrateurs, parce que ça va accélérer en fait ton acquisition client. Et protéger ton idée, mon Dieu, mes aïeux. En France, on fait des choses merveilleuses et on ne les protège pas assez. Jean? Je rejoins un petit peu, c'est le succès, ça va être cette façon de commercialiser cette façon de commercialiser aussi, et je rejoins ce que vient de dire Claude, pas non plus construire l'idéal et aller vers l'idéal de l'idéal. Hein. C'est un petit peu notre tendance, on finalise pas complètement et il faut le figer comme vous l'avez déjà fait et puis foncer. Bon, patience, voilà. Patience. Fabien? Être très vigilant sur la gestion de la scalabilité, le financement du BFR, il y a une partie... Ouh là là, attendez, là, vous parlez des choses en français, en français. Non, mais nous, on comprend, mais peut-être pas... Le financement du besoin en fonds de roulement, notamment parce qu'il y a une partie matérielle, donc ça demande la gestion des stocks et de l'anticipation, justement, à la fois d'arriver à coordonner le financement, la production, pour arriver à livrer les clients une fois qu'on les a trouvés. Et mine de rien, c'est loin d'être si simple que ça. On le dit en une phrase, mais à faire, c'est beaucoup plus compliqué. Vous êtes 3? 3 associés cofondateurs. 3 compétences différentes? Et on est 5 actuellement, on a 2 salariés. Il y a un marketeur, il y a un financier. Il y a plutôt des techniques. Des techniciens. Ouais, des techniques. Attention du coup. Attention. Il y a le côté marché, il n'y a pas que le côté technique. Oui. Moi, c'est ce que j'allais dire, c'est le client. En fait, finalement, il y a beaucoup d'investissants. Ils m'ont l'air assez structurés et ils ont bien compris. Il y a des outillages, beaucoup d'outillages, d'investissement sur les pré-séries. Donc, il va falloir mettre le facteur pi aussi, multiplier vos budgets, je pense. C'est un vrai marché à l'international, mais il faut y aller. Et le client, d'abord, vous avez raison, c'est la bonne stratégie. Bon, vous avez l'air d'être assez gentil avec lui. Oui? Vous pensez qu'il a de l'avenir?
Ce garçon a de l'avenir. Oui. Bon, vous avez tous un carnet d'adresse formidable, beaucoup d'expérience. Si vous aviez quelqu'un à lui présenter, ce serait qui? Donnez pas de nom, mais quelle fonction? Un marketeur? Un spécialiste des stocks? Un banquier? Je pense que c'est le marché, oui. Il faut aller au marché. Ouais, faut aller au marché. Un publicitaire ou un marketing? Non, plutôt quelqu'un qui a le réseau des industriels. Le réseau des industriels. Ouais, la communication, le marketing pour le côté acquisition client. La com. Claude? Et le financement pour le développement des produits futurs. Donc vous lui présenterez un banquier. Bon, d'accord. Et vous, un publicitaire ou un marketeur? Anne? Et moi, des corporates industriels, oui. Ah oui. Des marchands de grue, des marchands de pont. Oui. C'est ça. Jean, enfin? Marketing du même ordre, développement, salon, présence, donc travail bûcher, être présent. Imaginez, vous avez des économies, il a besoin de financement, vous y allez? Vous y croyez? Oui. Oui? Oui. Oui? Vous avez raison. Merci, bravo. Merci. Bravo de vous être plié à cet exercice. On va se retrouver dans 1 an ou 2, quand vous viendrez avec votre taxi volant, levé par des grues. Merci, bon courage. Merci. Comment est-ce qu'on dit? On peut le dire, on est une télé libre? Merde. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Deuxième client dans un instant. Deuxième start-up à passer sur le grill, Sébastien Le Garrérès, bonjour. Bonjour. Vous avez 1 minute face caméra. C'est quoi CILV 3D? Je suis un fabricant d'imprimantes 3D et en création de têtes d'imprimantes. Et votre tête d'imprimante, elle est particulière? Oui, le but de cette tête, c'est de pouvoir monter en température très haute et de gagner de la vitesse et de la qualité. Oui, comment est-ce que vous faites pour gagner la vitesse et la qualité? Vu qu'on a une chauffe très puissante, ça nous permet de pouvoir monter en gros diamètre, le trou. Ah. Qui fait que ça est en rapidité le débit. Enfin, d'avoir un gros débit et d'avoir une bonne finition au niveau pose. Bon, vous allez jusqu'à 500 degrés, refroidissement par eau, comme ça on connaît bien la température, et on change de buse? La possibilité de changer les buses, c'est justement pour pouvoir gagner sur certaines pièces. Il y a des endroits où on va être en 0,40 et des endroits où on peut passer en 0,80. Donc du coup, ça serait le but d'avoir un programme qui gère les deux. Donc un fil très fin ou un fil un peu plus gros, suivant les endroits de la pièce. Voilà, qui nous permet de gagner du temps, en fait, du coup, au lieu de partir du début à la fin à 0,40, qu'on met 4 heures pour faire une pièce, le fait d'avoir la 0,80 qui arrive derrière, on peut passer à 2 heures. Tous les plastiques possibles? Tout ce qui est... PLA, PMMA, ABS? Oui. Et pourquoi pas même du métal? L'étain. Et même l'étain. Voilà. On a dépassé la minute. Et dites donc, votre produit, il faut mieux le vendre quand même. Mais non, mais il faut dire, c'est génial, c'est formidable, pour la prochaine fois. De quoi quel âge de l'entreprise? 1 an. 1 an. 1 an, regard caméra. Comment allez-vous? Je suis au point zéro. Ah. Voilà. Donc j'essaie d'avancer, j'essaie de trouver des contacts, qui n'est pas évident. Et comme c'est une passion avant tout, donc du coup, je travaille en même temps et voilà, quoi, j'essaie de monter tranquillement ma boîte. Bon, on a fait court, ça donnera un peu plus de temps pour le jury. Est-ce que vous avez des questions à poser à Sébastien? Est-ce que vous êtes prêt, en fait, est-ce que tu es prêt, à quitter ton job et te consacrer à 100% à ce projet? C'est une passion. Si elle me permet de pouvoir suivre, oui, je lâche. Mais sinon, comme le car, c'est une passion aussi. Donc, quoi que ce soit que je fasse, de toute façon, je le fais par passion. Sinon, Claude, une question? Oui, c'est très compliqué de faire les deux en même temps. Il va falloir un jour décider et dire qu'est-ce que je fais, quoi. Pas simple. Ouais, c'est pas... Est-ce que tu es capable Est-ce que tu es capable de prendre du risque? Prendre des risques, disons que je suis toujours prêt à prendre des risques. Du moment que derrière, je sais qu'il y a une finance. Bon, est-ce que tu as de l'argent encore? Non, j'ai rien, je fais tout... T'as pas un oncle d'Amérique? Non, voilà. Un banquier formidable? Non. Bon. C'est mon salaire qui maintient l'entreprise, en fait. Et beaucoup d'investissements? Pas spécialement, enfin j'investis tout doucement, donc je me rends pas compte. Tu as investi combien en euros? On est entre À l'heure actuelle, je suis à 4-5 000 euros. 4-5 000 euros. Yves? Pas de questions? Ouais, j'ai plutôt tendance à dire que personne ne te suivra si tu ne t'engages pas. Oui. Jean? Est-ce que tu es prêt à vendre ton dispositif si tu veux, si tu as envie de ne pas te bloquer? Est-ce que ce savoir-faire peut être monnayable? Ah,
Ben, ça, c'est pas le fait d'être parti par passion. Du coup, après, tout ce qui est commercial et tout, c'est pas mon truc. Mais la question est plus précise. Est-ce que tu es prêt à lâcher ton bébé? Lâcher mon bébé, oui. Oui. Si ça fait avancer les choses au niveau technologie, ben, s'il faut lâcher, si moi je suis pas capable de faire la vente, ben, s'il faut lâcher, on lâchera. Sébastien, le monde entier te regarde. Tu dis là de quoi tu as besoin et on va trouver l'interlocuteur derrière. À l'heure actuelle, ce que j'ai besoin, ça serait d'un commercial en fait. De pouvoir présenter ma tête sur d'autres machines et de pouvoir augmenter les puissances de machines en fait. Voilà. Bon. La finance, on en a toujours besoin, mais ça c'est après. Messieurs les membres du jury, nous avons ici une question. Alors attendez, une question du public. Qu'est-ce que ça fait gagner en consommable? Je comprends pas Est-ce que ça permet de gagner du fil? Le fil qu'on met dans les imprimantes 3D, ça coûte finalement assez cher. Quand on prend un PLA, la bobine, ça finit par coûter cher. Est-ce que ça permet d'économiser? D'économiser, non, parce que la matière, du moment qu'on a besoin de telle matière pour pouvoir avoir cette pièce, on n'économise pas de matière. Si... Du plus gros, est-ce qu'il est plus cher? Ah, le plus gros, non. Puisque l'argument c'est du plus gros fil, est-ce que le plus gros fil, justement, est plus économique? Je pense pas qu'on va jouer, parce qu'au niveau économie, on parle en poids. Donc c'est le prix est par poids. Donc après, c'est au niveau de la vitesse que la machine va produire. Donc c'est un argument. Voilà. Messieurs les membres du jury, vous avez devant vous un garçon qui n'est pas le métier, mais qui est passionné par les imprimantes 3D et qui a trouvé une buse, une tête, qui chauffe avec une température régulée jusqu'à 500 degrés, donc pourquoi pas de l'étain, et qui a 3 buses de façon à faire des fils plus ou moins gros, 3 buses interchangeables, sans même avoir besoin de refroidir la machine. Il est là, un peu seul. Est-ce que vous avez un conseil? Quel verdict vous donnez? 2 phrases. Est-ce que vous le condamnez à mort? Est-ce que vous dites qu'il faut qu'il passe à autre chose, qu'il se lance dans la pâtisserie ou dans la peinture? Non, moi je vais le mettre en relation avec une start-up à Bayonne qui s'appelle Linkster, qui fabrique des machines d'impression 3D et qui travaille avec plusieurs têtes d'impression différentes et qui potentiellement peut être intéressé par la techno. Impeccable. Voilà une bonne adresse. Des gens qui font des imprimantes, vous amèneriez votre buse. Fabien. Affiner les bénéfices du produit pour être capable de les déclarer beaucoup plus facilement et faire une étude de marché pour comprendre si ce produit mérite d'exister ou pas. Vous avez un conseil donné pour qui pourrait faire pour lui l'étude de marché? Ouane ou moi, on a des gens qu'on pourrait largement conseiller pour l'accompagner, puisqu'il a l'air plutôt très bon sur la partie technique et encore peut-être pas assez accompagné sur la partie commerciale. Claude? Oui, être accompagné par un incubateur, ça serait une solution. Il y en a 2 ici. Oui. Et puis il y a Galilée 360, donc il n'y a aucun problème. Anne, vous l'accueilleriez chez vous? Bien sûr. Et moi, je rejoins tous mes prédécesseurs. Et surtout, effectivement, à date, trouve le bon associé. Par rapport à ce que tu as dit, Yves. Ouais, ce serait la meilleure façon. De ne pas travailler seul. Oui. Mais elle n'a pas dit un associé, elle a dit le bon associé. Le bon associé. Ça peut être une structure, un individu. Jean, enfin? Je rejoins le dernier propos. Hein, c'est soit de céder cette idée et la autre, ou trouver le bon associé qui permettra de faire avancer. Hein, Donc, on récapitule, une étude de marché, pourquoi pas s'associer directement avec quelqu'un qui fabrique des imprimantes 3D, donc vous amèneriez votre buse, trouver un associé qui peut être un incubateur, qui peut être un accélérateur, et est-ce que vous êtes prêt à céder votre bébé et à ne toucher que les royalties? Est-ce que ça vous va comme verdict? Ah oui. Il y a du pain sur la planche, hein? Il y a du boulot, là. Il y a du boulot, hein? Ah ouais. C'est très le public. C'est très heureux. Bon, alors on va vous lever la main. Vous avez un peu d'argent. Il a besoin de 1 000 euros. Vous investissez ou pas? Qui investit 1 000 euros? Donc, il faudra être convaincant. Il faudra être plus convaincant. Vous, là-bas, vous investissez? Oui, vous y croyez? Oui, mais vous êtes sa fille aussi. Non, vous avez un lien de parenté. Vous le connaissiez pas avant? Ah, très intéressant. Vous avez vu, il faut faire un effort de... Peut-être aussi, moi, j'ajouterais un petit coaching. Ouais. Un coaching, c'est un produit top classe. C'est vachement bien, il y a 3 buses dedans. On est les seuls au monde à faire refroidissement par eau. Et ça te garantit une qualité de produit top classe. Voilà. Merci. On passe à la 3e start-up. Merci, à tout de suite.
Troisième start-up à passer sous les feux de la rampe, troisième start-up primée également par le concours Galilée. Arnaud Pelletier, bonjour. Bonjour. Vous connaissez les mêmes causes produisent les mêmes effets. Une minute, c'est quoi CMFI? Donc CMFI pour contrôle, caractérisation et mesure physique. Donc on est spécialisé dans le développement d'équipements de contrôle non destructif. Donc contrôler des pièces sans les abîmer. On utilise comme principale méthode les méthodes ultrasonores, vibratoires. Par exemple, comment générer une impulsion. On va analyser cette impulsion et on travaille également sur tout ce qui est méthode électromagnétique, courant de Foucault. Donc ces méthodes sont utilisées classiquement sur des bancs de test relativement volumineux. Ça sert principalement à contrôler des pièces industrielles dans le ferroviaire, l'aéronautique, le spatial. Et on a lancé un projet de développement de capteurs miniaturisés qui seraient directement intégrés aux structures et qui donneraient un diagnostic en temps réel. Top classe, bravo. Bravo, contrôle non destructif. On imagine bien que toutes les pièces en métal, il y en a beaucoup, donc le marché est immense. Toutes les pièces de sécurité. Toutes les pièces de sécurité. Vous le laissez en permanence? On laisse en permanence et on vient l'interroger comment? Soit de façon continue s'il est sollicité en continu, soit par monitoring, c'est-à-dire qu'on va le solliciter par exemple de temps en temps pour le ferroviaire, pour contrôler des zones sous contrainte, des zones sous sollicitation mécanique. Est-ce qu'il y a des fissures? Est-ce qu'il y a des bulles? Voilà, c'est ça. Bien. Où est-ce que vous en êtes? Quelle est votre entreprise? De quoi vous avez besoin? Est-ce que vous allez bien? La question est la même. Bonjour, comment allez-vous? Donc je vais très bien. L'entreprise a 2 ans, donc la première année, le temps de la mise en place, etc. Je dirais qu'on a fait une année à peu près à l'équilibre. La deuxième année, on a fait des bénéfices, donc on a gagné de l'argent. Et là, on va dire on rentre dans la troisième année qui se passe plutôt encore mieux que la deuxième. Donc tout va bien. Aujourd'hui, j'ai présenté ces technologies à des grands donneurs d'ordre, donc dans le ferroviaire, dans le spatial, dans l'aéronautique, donc ils sont très intéressés par ces technologies. Et là, je suis en train de monter un projet de recherche avec la Délégation générale de l'armement pour amener ces capteurs à maturité, c'est-à-dire les rendre robustes, intégrables aux structures. On veut par exemple les utiliser dans le spatial, donc pourquoi pas les envoyer dans l'espace. Donc aujourd'hui, je suis dans la phase de montage de ce projet. Et donc, je suis à la recherche Très court. De financement. De financement. Pour développer ces capteurs. Impeccable. Messieurs les membres du jury, est-ce que vous avez des questions à poser à Arnaud? On va commencer par vous, Jean. Il y a une application importante, semble, pour ces capteurs, c'est ce contrôle des pièces sensibles dans l'industrie nucléaire. Et vu que dans notre région, nous avons l'usine de production, est-ce que vous avez avancé dans ce sens? Alors, le nucléaire, La difficulté, c'est que c'est compliqué pour y rentrer. Il faut arriver à trouver les interlocuteurs. C'est des milieux un peu fermés. Chaque centrale a un petit peu ses habitudes. Et même quand on est bourguignon comme vous et qu'il y a beaucoup d'entreprises du côté de Chalon-sur-Saône qui font dans le nucléaire? Et Aujourd'hui, le contrôle non destructif est fait principalement par des opérateurs, donc on envoie sur le terrain. Et ces capteurs, bousculent un peu les habitudes. Donc, on peut se trouver face à des sociétés qui sont principalement des prestataires, qui ne sont pas très enclins à l'implantation de ce type de technologie. Vous bousculez les habitudes. Voilà. Question encore plus courte et réponse beaucoup plus courte. D'accord. Anne Amore. Quels sont les effectifs de ta boîte et quel métier en tout cas as-tu intégré? Donc aujourd'hui, on est 3 personnes. Moi qui gère la partie principalement technique. Mon épouse qui gère toute la partie non technique, donc administrative et financière, donc, qui me libère l'esprit pour ces choses-là. Et puis on a un technico-commercial, donc qui lui a un double profil, technique et commercial, qui va démarcher les entreprises. Parfait. Claude? Ton souci, tu nous l'as dit, c'est le développement et puis le financement. C'est ça. Alors comment tu t'y prends aujourd'hui pour justement aboutir à tes objectifs? Alors aujourd'hui, je suis en train de monter un projet de recherche qui sera cofinancé par la Délégation générale de l'armement et qui me permettra au bout de 3 ans d'amener ces technologies à maturité. Fabien? Oui, la R&D c'est bien, mais il faut aller trouver le marché, là, je crois. Avant de passer à la recherche supplémentaire. Moi, je suis d'accord. Vous avez un profil très ingé, très techos, et à mon avis, vous avez une vraie problématique de scale-up. De scale-up. C'est-à-dire comment vous allez arriver à... Scale-up, Anne, scale-up. Scalabilité. D'accord. Donc, en fait, une vraie problématique commerciale. Déjà, c'est d'aller vendre et ensuite trouver les financements qui permettent de financer cette croissance. Il est trop techos. Il est trop techos. Est-ce qu'il y a des questions de la part du public? Est-ce que vous avez compris ce qu'il fabrique? Il n'est pas trop. C'est bien qu'il soit techos. Oui. Très bien.
regard caméra, le monde entier vous regarde, Arnaud, et y compris le grand patron de tout le nucléaire. D'accord. Donc bonjour au monde entier. Donc aujourd'hui, j'ai besoin de cofinancement pour développer ces technologies et également d'industriels qui soient intéressés par ces capteurs et qui aient aujourd'hui des applications pour lesquelles on pourrait les intégrer et les utiliser. Parfait. With a little help from your friends, qu'est-ce que vous avez, quel est votre verdict? Est-ce qu'il a besoin d'aide, si oui, laquelle? Est-ce que vous y croyez? Ou est-ce que vous pensez qu'il va disparaître dans moins de 6 mois? Vous êtes optimiste? On va commencer par vous, Yves. Il a déjà une entreprise saine, donc a priori il gagne de l'argent. Donc la problématique, c'est de gérer la croissance, justement. Juste une petite parenthèse, comment? On n'a pas que cette activité développement de matériel de R&D, on a aussi une partie standard de bande test qui nous permet, entre guillemets, de vivre. Si on ne faisait que ça, on ne vivrait pas. Ah oui, c'est important ce que tu viens de dire là. Anne, tu nous as pas vendu le même projet là. Tu nous as vendu du rêve quand même. Ouais. Il y a un fonds de catalogue qui permet de survivre, c'est ça? Voilà. Quand vous créez une société, il y a des choses à mettre en place, etc. Il faut un fonds de commerce solide au départ. Ça, c'est des perspectives de développement. Donc c'est ce qu'on fera dans le futur. Mais ce qui nous permet de vivre aujourd'hui, ce n'est pas ces capteurs qu'on développe. Le temps presse. Moi, très bref. Plutôt, c'est en mode bootstrapping, donc il est en mode étape par étape, en mode bootstrapping. Ah oui, c'est encore un. Je fais avec ce que j'ai aujourd'hui. En gros, j'y vais étape par étape et je fais les petites marches. D'accord. Fabien. Le projet a l'air très intéressant. Besoin d'accompagnement, visiblement, véritablement, encore une fois, sur la partie marché. Marketing. Claude Tailleb. Moi, je peux lui dire bonne chance, c'est tout ce que je peux lui dire. Mais vous y croyez? Oui. Claude, vous avez des économies, il a besoin d'argent. Si on n'y croit pas, on arrête. Donc je pense que... Mais vous seriez prêt personnellement à investir? Investir, j'ai investi dans beaucoup de choses. Non mais imaginez. Il faut investir dans des choses où on est passionné. Anne. Je rejoins tout à fait mon homologue. Le marché, le marketing, le commerce. Le marché, le commerce. Jean? Qui s'appuie sur les ressources de Galilée 360 qu'il a déjà primées pour avancer. Et les réflexions de tous les gens qui te suivent. Est-ce qu'on peut résumer ça par un peu moins de technique, un peu plus de business? Oui. C'est nécessaire. Voilà. Et puis vous viendrez le voir, on en parlera. Gagnez votre vie. Mais je la gagne aujourd'hui, voilà. Merci Arnaud de vous être plié à l'exercice. Je vous renvoie au capteur ultrasonique et magnétique. Voilà. Et vive les courants de Foucault. Allez, tout de suite, le 4e et dernier candidat. Quatrième candidat, si l'on peut dire. 4e start-up à passer sous les feux de la rampe, sous le regard implacable, mais plutôt bienveillant du jury ici présent, que des experts qui connaissent vos métiers. Jean Brial, bonjour. Bonjour. Vous avez 1 minute pour expliquer c'est quoi Skyzen. Alors Skyzen, c'est un site internet qui permet d'automatiser et de digitaliser le suivi de la maintenance pour des petits aéronefs. Donc on a constaté que dans beaucoup d'ateliers de maintenance, ils travaillaient encore à l'Excel papier. Donc on a créé un logiciel qui permet collaboratif qui permet à tout le monde de faire sa petite part du boulot. Et ainsi, tout le cycle de vie de maintenance de l'avion est tracé en ligne. Sur un ordinateur, sur un ordinateur, sur une tablette. Sur un iPhone, j'ai l'historique de l'avion. C'est ça. Tout ce qu'il a fait, tout ce qui a été fait. Tous les vols qui ont été faits, après c'est à voir si on veut aller dans le détail ou non, mais tous les vols qui ont été faits, toutes les maintenances qui ont été faites tout au long de sa vie. Et c'est collaboratif, c'est pour tout le monde, y compris le pilote et le propriétaire. C'est ça, le pilote saisit ses heures de vol, l'atelier de maintenance et le mécanicien saisit les opérations qu'il a effectuées. Bravo, vous faites moins que la minute, génial. Quel âge a l'entreprise Skyzen? Elle a 5 mois. 5 mois, vous avez déjà été primé. La question, regard caméra, bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Ça va très bien. Aujourd'hui, on a 5 avions en test. Donc, ça nous permet d'avoir des retours super intéressants sur qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. On travaille avec l'ISAE Supaéro et d'ici quelques mois, on va passer à la commercialisation pour commencer à lancer le produit pour de vrai. Parfait. Question, j'imagine que vous en avez plein, messieurs les membres du jury. Quel historique dans l'aéronautique? Comment est venue l'idée? Alors l'idée vient du fait que mon grand-père a créé une société en 95 qui faisait à peu près la même chose, avec du basique. Avec du papier? En basique. En basique? En basique, un logiciel en basique. Et résultat, il a
pas porté sur le web, donc on a repris les fonctionnalités, on l'a porté sur le web, on a utilisé les retours de ses clients, c'est comme ça qu'on l'a créé. C'est joli. Le grand-père en basique et aujourd'hui le petit-fils. Associé au père. Formidable. Bah, le hasard fait que dans une des prochaines émissions, on va avoir Naughty Concept qui est exactement un de vos homologues sur les bateaux. Donc cette entreprise, elle a déjà, quasiment 1 an et demi d'expérience ou 2. Je pense que vous devriez véritablement entrer en contact avec eux, ils auront énormément d'enseignements pour vous. Claude, une question à poser à Jean ? Oui, excusez-moi. Je crois que tu as été plébiscité lors de la présentation de ton produit à Galilée 360. Et je pense que tu as pris conscience de toutes les questions qui ont été posées. Et je suis content de te voir évoluer, c'est très bien. Bravo. Anne, une question à poser à Jean ? Donc tu vas vendre par abonnement, on est d'accord ? C'est la grosse question parce que les potentiels clients, ils veulent quelque chose qui leur fait tout et payer le minimum possible. Donc on est en discussion sur voir quel est le bon modèle économique pour le produit. Alors ma question, elle sous-entend en fait une autre question. C'est quoi la V2 justement, l'amélioration que tu vas faire ? Parce qu'en fait, c'est pas une solution qui apporte quelque chose de vraiment nouveau. Alors on a une roadmap, une liste de choses à faire au niveau des fonctionnalités. Et l'idée, c'est de partir d'abord quelque chose qui existe déjà, à rajouter des fonctionnalités pour automatiser encore plus et leur faire économiser de plus en plus de temps avec de plus en plus de fonctionnalités. Jean ? Je vois un peu la problématique qui est la façon dont va être commercialisé cet accès à cette plateforme. Et là, c'est quelque chose encore qui n'a pas l'air très, très construit. Hein, et donc, vous avez besoin encore d'aide. Bon, je reviens encore à Galilée. Hein, et utiliser les mentors que vous avez aussi de Galilée pour vous aider à avancer. Hein, ça, c'est important. Hein. Le modèle économique va être absolument crucial. Celui que vous allez choisir au départ va conditionner énormément votre avenir. Donc soyez très vigilants là-dessus. Oui, c'est pour ça que c'est très dur. Yves ? Moi, j'ai envie de le connecter encore avec quelqu'un, parce que je pense c'est-à-dire que le modèle économique, pour le trouver, il va falloir trouver le hardware qui va avec. Et il y a une société à Dijon-d'Arrois qui s'appelle Iairo, qui vend des boîtes noires. Et donc, du coup, c'est le complémentaire, c'est la collecte des données en amont. Donc, je pense que ça irait bien de peut-être réfléchir à une offre groupée. Vous avez vu, on fait une télévision utile. Parfait. Ça s'appelle du networking. C'est ça. Et l'échange de cartes de visite, c'est extraordinaire. Est-ce que dans la salle, il y a des propriétaires d'avions ? Personne n'a un petit Dassault. Ah, vous avez un avion ? Je l'ai construit même. Vous l'avez construit vous-même. Et vous avez l'historique de votre avion ? Oui, bien sûr. Ça serait pour vous une app ou un logiciel spécialisé ? Moi, je pense qu'il a raison. Enfin, je pense que c'est ce que je viens de dire. Hein. Il faut grouper. C'est ce que demande la liste au Père Noël des clients, c'est d'avoir tout au même endroit et donc de collecter les données. Pardon. Juste voler. Et vous avez tous des voitures, est-ce que vous imaginez que ça puisse faire la même application sur la voiture ? Que chacun dit, tiens, j'ai changé l'huile, j'ai changé les pneus. Oui ? C'est une possibilité ? Le public est beaucoup plus large. Le public est beaucoup plus large. On n'a malheureusement pas de propriétaires d'avions ici aujourd'hui. Le public est plus large et les donneurs d'ordre travaillent déjà dessus, je pense. Vous avez 30 secondes pour convaincre qui vous voulez, il vous écoute. Bonjour, ce qu'on a besoin pour avancer, c'est de nouveaux avions pour commercialiser le produit. Puis avec ces premiers clients, on va aller chercher du financement pour financer le développement à la fois commercial et de la recherche pour améliorer la plateforme. Voilà, verdict du jury. Je vais vous peindre exprès méchamment le tableau. C'est un tout petit marché. C'est une niche dans la niche. Il n'a aucun avenir, n'est-ce pas ? C'est effectivement un marché de niche, il va falloir trouver des synergies. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut se connecter avec le hardware, c'est sûr. Fabien ? Ils pourront élargir la cible, mais très, très bon projet, j'y crois fortement. Même sur une niche ? Oui, mais ça sera le départ sur autre chose. Encore une fois, ça pourra s'étendre. Cette plateforme, elle pourra s'adapter à de nombreux autres marchés. On l'a vu avec les bateaux, les autres, il y en a plein d'autres. Claude ? Oui, il faut trouver effectivement d'autres produits complémentaires qui se rattachent à ce que vous faites. Je te mettrai en relation en fait avec France Atelier. Tu pourrais intégrer en fait leur plateforme afin qu'ils donnent de la visibilité, de la promotion. Ils s'adressent à différents ateliers qui peuvent intervenir aussi, pourquoi pas, en fait, sur les avions. Ne pas oublier l'écosystème, hein. Cet écosystème qui se construit, ou qui va se construire autour. Je reviens dans les propos de mes collègues. Hein, donc, c'est avec ça que ça va compléter ta réflexion pour lancer la plateforme. Le seul propriétaire d'avion
Vous l'avez construit vous-même? Oui, je l'ai construit moi-même, oui. Mais c'est le futur taxi Non, c'était un autre. Ça sera un autre. C'était avant. Bon, alors on va vous prendre comme une étude de marché complète et globale. Vous êtes représentant de l'ensemble des propriétaires d'avions. Je pense que ça ne faut pas être présomptueux. Oui, son appli a de l'avenir d'après vous? Mais oui, elle est intéressante, mais je pense qu'il faut structurer. Il faut structurer l'offre. Et trouver, voilà, c'est ce qu'on vient de dire, un écosystème, parce que c'est vraiment un micro-marché niche. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pas bien, hein. Facebook a commencé avec un micro-marché niche dans une école, donc c'est très bien d'avoir un marché niche. Mais je pense qu'il faut s'associer sur du hardware. Anne, Fabien, vous êtes tous les deux éleveurs de start-up, accélérateurs, incubateurs, comme on disait à l'époque. Logiquement, le passage difficile, en temps, ce sera dans 1 an, dans 2 ans, la trésorerie. Encore une fois, il faut être hyper vigilant sur le modèle économique du départ qui va véritablement conditionner l'avenir. C'est-à-dire un vrai business plan. Oui, puis de bien fixer ses prix, bien positionner son offre, parce que comme il l'a dit, il va falloir qu'il choisisse entre mettre 1 ou 10 fonctionnalités, à quel prix, pour qui, le propriétaire, enfin, celui qui le loue éventuellement. Voilà. Oui. Et il y a certainement quelque chose à trouver aussi là, dans ce modèle-là. Anne? Parce que ce ne sont pas ses premiers clients, en fait, ce ne sont pas tes premiers clients qui vont payer tes coûts. Oui. Donc il faut absolument, et puis penser en fait à l'évolutivité en fait de ta solution, sur de l'IoT, sur, enfin. Ah, oui, il faut que tu penses à l'éventualité de ta solution. Ouais. Voilà. Solution. Parce que excuse-moi. Voilà. Parce que le scale-up, tu comprends? Voilà. Voilà. Merci. Merci. Voilà, les quatre startups sont passées en revue. On arrive déjà à la fin de cette émission. Je voulais vous dire merci, membres du public. Merci d'avoir posé des questions. Si vous voulez être dans le public à la prochaine émission, c'est très simple. Il y a un site internet, c'est 697ia.com. Je dis ça pour si vous voulez être dans le public, mais je dis ça également pour les startups. Si vous avez une jeune entreprise que vous voulez comme ça passer sous les feux de la rampe à la télévision qui sera diffusée et multidiffusée, recevoir des conseils du jury que je remercie ici, n'hésitez pas, c'est exactement le même site internet, 697ia.com. Porteur de projet et public, vous nous appelez sans aucun problème. Le mois prochain, une nouvelle émission, on parlera deep learning, on parlera machine learning et on en parlera concrètement, encore une fois, pas des grands mots, des choses concrètes. Est-ce que ça marche? Comment ça marche? Voilà, un autre grand témoin et un autre grand oral avec encore des gens très sérieux connaissant la situation des entreprises et qui vont pouvoir donner des conseils efficaces. Merci à tous. On n'a pas le temps de dire merci à tout le monde. On a inventé un truc formidable, ça s'appelle le générique. Bye bye, à bientôt.